Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce mardi. Il est question de la mise en œuvre de mesures communes pour lutter contre le terrorisme. La propagation du virus Ebola continue en Afrique de l'Ouest. Les pays affectés, à l'instar de la Guinée, craignent à présent les conséquences économiques de cette épidémie. Et repenser les systèmes éducatifs mis en place sur le continent, c'est l'avis des spécialistes qui estiment que le modèle africain montre aujourd'hui ses limites. L'Union africaine se réunit depuis ce mardi à Nairobi au Kenya. Il s'agit pour le continent de trouver des voies de coopération pour lutter contre la menace terroriste. Le comité des services de renseignement et sécurité africain de l'UA s'inquiète notamment de l'éventuelle influence de l'organisation de l'État islamique sur les djihadistes en Afrique. Guillaume Durand. La question de la lutte contre le terrorisme au cœur d'un sommet organisé ce mardi à Nairobi au Kenya par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Alors que les groupes armés terroristes comme AQMI, Al-Shabaab ou encore Boko Haram continuent de sévir sur le continent, la mise en commun par les États des forces, des compétences et des ressources constitue un enjeu majeur. Le fait de l'idée de regrouper les forces et travailler sur un échange d'informations, il n'y en a jamais assez, on n'en fait jamais assez. Et l'idée donc de regrouper une force déjà africaine pour faire face au terrorisme, ce serait l'idéal, mais ça je ne rêve pas beaucoup. Mais l'idée en tout cas de faire un échange d'informations, une coopération beaucoup plus élaborée pour faire face à la menace terroriste, comme d'ailleurs le font pas mal et de plus en plus les pays d'Israël face à AQMI. Et donc l'idée qu'on ait une force donc d'Afrique de l'Est et probablement d'Afrique centrale demain pour faire à une menace, c'est la seule solution. Tant qu'on n'aura pas mutualisé les différents moyens des États, il sera difficile de faire face. Et là, la réunion de Nairobi, évidemment, va dans ce sens-là. À l'image des groupes terroristes présents au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les factions terroristes en Afrique sont plus implantées qu'auparavant et contrôlent désormais des territoires. La chose nouvelle maintenant, c'est que ces groupes, contrôlent désormais un territoire. D'où l'action beaucoup plus possible, en tout cas plus dans la logique des États, des armées conventionnelles. Donc l'idée d'avoir un territoire et d'affronter un territoire pour le libérer. Pour le coup, une réunion comme celle de Nairobi devient importante parce qu'en soi, elle fait face à une situation qui est dans la logique des armées conventionnelles. Mais enfin, cela dit, la menace est importante et de mon point de vue, il faudrait régler aussi et en parallèle, mais je dis pas seulement, mais en parallèle, la pauvreté, la misère, l'absence de l'État, la démission de l'État, qu'on voit malheureusement beaucoup dans certains pays africains. Les travaux devraient normalement tourner autour de la mise en œuvre des conclusions opérationnelles de la 5e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne, tenue les 19 et 20 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'épidémie d'Ebola continue de progresser en Guinée. Le bilan humain s'alourdit dans les pays touchés par le virus. Mais les conséquences ne sont pas seulement sanitaires, elles pourraient être également sociales et économiques. Grazia Chakonte. Le bilan ne cesse de s'alourdir. En 5 mois, Ebola a déjà causé la mort de plus de 1000 personnes. Et malgré la mobilisation internationale, la progression reste forte. Une situation qui inquiète de plus en plus gouvernements et institutions internationales. Tous craignent en effet de graves conséquences socio-économiques. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, des regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de l'Ebola est socio-économique. Outre les 20 millions de dollars déjà promis par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a décidé l'octroi d'une aide d'urgence de 60 millions de dollars. Certains observateurs dénoncent toutefois une forme de laxisme dans la lutte contre l'épidémie, des accusations balayées de revers de la main par les autorités guinéennes. L'épidémie Ebola n'était pas connue en Guinée. Il a commencé au début de l'année, vers le mois de janvier. Janvier, février, c'est au mois de mars qu'on a pris la mesure, parce que les gens ont pensé souvent que c'est des crises de paludisme. Il a fallu que le virus soit identifié par l'Institut Pasteur au mois de mars. Et dès que le virus a été identifié, le gouvernement a pris tout de suite les premières mesures. Nous avons réagi immédiatement. Évidemment, il y avait la faiblesse des moyens au départ, mais quand on voit le parcours, on se rend compte aujourd'hui que de grands progrès ont été. Et d'ailleurs, et même l'OMS atteste que la situation en Guinée s'est stabilisée par rapport aux autres pays. Frappés de plein fouet par Ebola, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont de plus en plus isolés pour faire face seuls à l'épidémie. Les dernières compagnies aériennes encore présentes ont en effet décidé de suspendre leurs vols vers ces États.
Des décisions souveraines certes, mais jugées trop radicales. Pour vaincre la maladie, les autorités des pays touchés appellent à une plus grande solidarité. Tel est, selon eux, le mot d'ordre. Et malgré l'épidémie d'Ebola, la Guinée poursuit ses objectifs économiques, notamment en matière de coopération. Le 9 septembre prochain sera ainsi organisé un forum Maroc-Guinée à Casablanca. Acteurs publics et privés des deux pays sont présents et tenteront d'initier de nouveaux partenariats. Eric Araga. Le 9 septembre 2014, un forum économique sera organisé à Casablanca au Maroc. Ce forum verra la participation des acteurs des secteurs publics et privés de la Guinée et du Maroc. Un sommet consacré aux opportunités économiques entre les deux pays. En mars 2014, à Conakry, en Guinée, des accords de coopération avaient déjà été signés entre le Maroc et la Guinée. Par ces accords, la Guinée entend tirer le meilleur de la coopération sud-sud. Si nous ambitionnons de devenir un pays émergent, il nous faut faire la promotion de cette coopération sud-sud. Pour une simple raison. C'est une coopération avec des pays qui ont connu, qui ont traversé le même problème, qui ont connu le même passé que la Guinée. Le Maroc est émergent aujourd'hui. Son émergence est confirmée. Nous avons intérêt de coopérer, nous avons intérêt de s'inspirer de l'expérience marocaine. Outre les accords de coopération déjà existants, le forum de Casablanca pourrait donner un nouvel élan à la coopération maroco-guinéenne. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser les schémas du passé et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Plus de 100 opérateurs économiques du secteur privé de la Guinée et du Maroc sont attendus au forum du 9 septembre prochain à Casablanca. Plusieurs secteurs d'activité dont les transports, les infrastructures, le commerce et l'industrie seront au centre de ce forum. Le mois de septembre est arrivé et cette période de l'année rime bien souvent avec rentrée scolaire. À cette occasion, nous nous sommes intéressés au système éducatif sur le continent. Entre faiblesse et évolution, le modèle africain est à reconstruire selon les spécialistes. Ibrahim Diaye. Les systèmes éducatifs en Afrique, souvent trop calqués sur le modèle occidental, ont montré leurs limites sur le continent. La course à l'uniformisation et à l'internationalisation des diplômes, avec l'adoption du système LMD, adopté par nombre d'universités africaines, peut bien engendrer à long terme d'autres problèmes d'inadaptation de la formation aux réalités africaines. À mon humble avis, et sur la base des études de fond qui ont eu lieu dans la plupart des pays, y compris les pays les plus performants en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire et peut-être le Niger, le Mali maintenant, eh bien, il faudrait reprendre le système d'ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Le Sénégal, par exemple, qui passe pour être un modèle, il y a du vrai dedans, ressemble à un vaste terrain de football sans penalty, point de penalty, sans corner, sans juste touche, sans rond central. Autrement dit, il y a une anomie généralisée dans ces pays dont l'expression concentrée demeure l'impunité, la corruption, la concussion. Dès ce moment-là, le fait de miser sur la technicité, sur la compétence est une grave illusion. Pour le professeur Malick Ndiaye, les systèmes éducatifs en Afrique manquent de vision stratégique et d'objectifs. Je ne dis pas donc qu'il n'y a pas de rationalité intrinsèquement exacte dans les plans, mais Senghor nous avait mis en garde contre les illusions de la raison calculatrice et technicienne, c'est-à-dire la raison sans âme. Donc, ce qui manque à nos plans, c'est l'âme qui relie chaque plan dans l'agriculture, commerce, industrie, école, à une dynamique d'ensemble qui, autour, renforce les plans. Donc, je crois que c'est la faillite de l'illusion techniciste contre laquelle Senghor et les pères de l'indépendance, Houphouët-Boigny et d'autres nous avaient tous mis en garde. Le continent semble donc faire face à un double défi, trouver rapidement les moyens de résorber à court terme le chômage qui frappe les jeunes en l'occurrence. Le deuxième défi est de redéfinir des systèmes éducatifs réellement authentiques qui fassent du développement réel du continent la finalité de toute formation.
Et du sport, le Cameroun affrontera le 6 septembre prochain la République démocratique du Congo dans le cadre de la 3e phase des éliminatoires de la CAN 2015. Un match qui a des garanties puisque le virus Ebola est présent sur le territoire congolais. La FECAFOOT en tout cas estime que les consignes sanitaires sont respectées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.